Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Cette semaine à Sportneuf Laval, Michel et moi, on s'aventure à la découverte d'un sport originaire du Brésil. On parle de la capoeira en compagnie de Victor Silva dos Santos ou bien professeur Pernina, qui est le directeur et le fondateur de l'école de capoeira Arte Guerrera à Laval. Bonjour Victor. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Bien, merci. Merci d'être là, Victor. On s'est rencontrés il y a 2 ans et je dois dire que la première fois qu'on s'était rencontrés, j'étais venue essayer la capoeira. Exactement. Et comme je racontais à Michel tantôt, j'avais fait une petite chute de pression. J'avais comme un petit peu perdu le fil des choses, mais c'était une très belle expérience. C'est toujours bien la capoeira, tu sais. Tu avais fait super bien. Oui. Tu sais, ton premier cours, ton essai était super bien. Donc, Mais ce que je voulais dire, c'est que la capoeira, donc, c'est très complexe. C'est un art martial, oui, c'est un sport aussi, mais ça combine non seulement l'histoire du Brésil, ça combine la musique, la culture, les traditions brésiliennes. Comment est-ce que c'est possible de faire tout ça en même temps, là, en pratiquant la capoeira? la capoeira, tout ça, ça vient naturellement. Okay? C'est comme dans un cours de capoeira, ça se passe à 1 heure de cours. Donc, on essaie de commencer avec la chanson. OK? Et j'essaie vraiment de parler un peu souvent le portugais parce que tous les mots de coups de pied, tous les mouvements sont en portugais. Donc, okay. à la force de parler, les élèves ils commencent à s'habituer. OK? Et présentement, ça fait 3 ans que je donne des cours et j'ai beaucoup d'élèves qui comprennent beaucoup le portugais, qui parlent, ils répondent beaucoup en portugais. Donc ça, c'est vraiment, c'est super fier, je suis vraiment content. C'est une fierté de voir que les jeunes ils pratiquent oui, ça. Ils s'impliquent beaucoup, tu sais, donc c'est ça, la capoeira, c'est complète, c'est vraiment, comment je peux dire, cool, comme disent mes élèves, mes enfants, ils disent que c'est cool parce qu'on pouvait chanter, on pouvait jouer les instruments, tu sais. Et c'est comme les gens disent à la capoeira, c'est une danse, c'est un art massieux, tu sais, mais c'est juste parce que c'est comme la façon qu'on bouge. Mais vous ne donnez pas vraiment des coups, donc c'est-à-dire on ne se donne pas un coup de poing, c'est un peu, on va passer tout près du visage, on va passer tout près de la jambe, c'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est une danse. C'est ça, parce que, par exemple, quand tu arrives à un niveau de professeur comme moi, c'est comme la capoeira, ça commence à être plus comme fort. C'est quand tu commences, tu es jeune, donc tout ce que tu apprends, c'est comment se défendre, comment éviter les coups de pied. Donc, des fois, tu n'as pas même besoin de mettre tes mains. Juste de faire une esquive, ça va éviter que cette coup de pied rentre dans ton visage. Ben oui. Donc, il y a une progression qui est faite au niveau de l'apprentissage. Oui. Donc, le jeune ou la personne qui va s'initier à ça, on va lui montrer, pas nécessairement... Donc, contrairement à d'autres arts martiaux, il n'y a pas nécessairement d'échange de coups ou dès le départ. C'est plutôt... Non, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie vraiment de passer à les jeunes, à les adultes. C'est une philosophie. La capoeira, tu sais, ça va le servir pour... Oui, c'est une défense, OK? Tu pouvais l'utiliser si tu arrives dans on va dire, dans la rue, dans une situation que tu as besoin d'utiliser. La capoeira, elle est très, très efficace. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer justement la culture à la capoeira, tu sais, et que tu gagnes un peu, OK, de balance, d'équilibre. On va dire que tu as une journée, c'est un peu comme... Hop, tu arrives à la capoeira, c'est là que tu vas comme relâcher tout le stress, les frustrations. Je veux garder les punch bags, c'est là que tu vas puncher, tu vas kicker, tout ça, tu vas laisser tout le stress sur les punch bags, tu sais. Et donc, les origines de cet art-là, ça vient de où? On parle du Brésil, mais
par rapport à l'historique, à l'histoire qui va à l'arrière de ça. Oui, elle a commencé dans le temps de l'esclavage avec les esclaves. Tu sais, il y a une belle histoire, tu sais, parce que le noir, tu sais, il est beaucoup fait pour la capoeira, tu sais. Dans le temps de l'esclavage, la capoeira... les personnes d'origine d'Afrique, peut-être. Oui, c'était en Afrique, donc c'était comme mon frère. C'est pour ça que les gens disent que la capoeira, c'est une danse, parce que dans ce temps-là, les esclaves ne pouvaient pas pratiquer la capoeira parce que tous les patrons, les généraux, ils savaient qu'eux, ils préparaient quelque chose. Donc, c'était une façon de s'exprimer. Voilà. Donc, comme dans le temps de l'esclavage en Afrique, il y avait plusieurs de danses comme la samba, le maculelé. OK? Donc, ils ont camouflé la capoeira comme la danse. Et c'est comme ça qu'ils pratiquaient. Ils disaient, non, il fait rien, juste comme il fait juste danser. Mais dans le fond, ils pratiquaient. Pour se battre éventuellement. Pour se battre. Et c'est comme ça qu'ils ont eu sa liberté. C'est pour ça que la capoeira, quand on est arrivé au Brésil, elle a été un peu discriminée parce que les Noirs, les esclaves, ils sont arrivés au Brésil, il n'y avait pas un moyen de travailler, pas de l'argent, donc ils commençaient à voler, commençaient à utiliser la capoeira, coup de pied d'un côté, coup de pied de l'autre côté. La policier avait banni, j'ai dit, plus de capoeira, les gens qui pratiquent la capoeira vont être en prison. Mais c'est ça, c'est à cause que la capoeira avait été utilisée à des façons négatives. Donc, pour se battre, c'est pour ça qu'on avait banni et qu'il y avait une mauvaise image autour de la capoeira. Oui. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ah, aujourd'hui, c'est complètement Toi, tu as commencé à l'âge de 8 ans, je crois, au Brésil. 8 ans. Et aujourd'hui, la capoeira est pratiquée pour plusieurs pays. Tu sais, tu pouvais avoir n'importe quel autre pays qui soit au Brésil qui pratique la capoeira. Et encore une fois, les gens ils parlent le portugais. Tu imagines, on va donner un exemple. Tu sais, j'ai des amis chinois, arabes qui parlent le portugais, mais parlent le portugais comme si c'est un Brésilien. Tu comprends? Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Et ils ont été initiés par la capoeira? Oui. À la culture brésilienne. Là, ils sont rentrés dans la culture brésilienne par la capoeira. Parce que c'est comme... Si je parle aujourd'hui, mon maître Penny Amel, qui s'est situé à Montréal et à Blainville, lui, par exemple, il a plus d'années ici au Canada. Ça fait 10 ans qu'il est ici. Ses élèves, ils parlent de portugais comme si c'était des Brésiliens. Donc, c'est vraiment... J'arrive à l'académie, je n'ai pas besoin de parler français. Je me sens au milieu de beaucoup de Brésiliens. Pourquoi je parle de la capoeira? Au niveau vraiment de l'environnement culturel, il est présent. Donc, ça va au-delà du sport de combat. Exactement. Ça va au-delà vraiment du sport de combat. C'est vraiment plus, comme on parlait, une philosophie, une façon de s'imprégner dans la culture, dans l'histoire. C'est sûr. Il faut, pour parler portugais, pour découvrir plus de la capoeira, il faut s'impliquer. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent plus pour une activité normal. Il y a des gens qui voulaient plus découvrir. J'ai des élèves qui vont au Brésil, qui restent chez moi, tu sais. C'est ça. Il y a des gens que souvent, ils s'inscrivent dans un sport, c'est pour la remise en forme. Exactement. Il y en a que c'est pour, la remise en forme, mais se faire des nouveaux amis. Il y en a aussi que c'est pour découvrir une nouvelle culture. Et je crois que toi, ton école offre un peu de tout. Vous offrez des cours autant pour les adultes, pour les enfants. Est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut aller si jamais on veut plus de détails? Oui, on a un site Internet, c'est le www.écoledecapoeiralaval.com. OK? Il y a toutes les informations, il parle tous les âges, tu sais. Et présentement, grâce à Dieu, nous, on a vraiment arrivé à, comme je pourrais te dire, à diviser les âges des enfants. Donc aujourd'hui, on est à cours avancé, cours intermédiaire, débutant. Personne n'est perdu dans le cours, tu sais. Et on va voir toujours un élève qui, comme maintenant, on a rendu un peu plus comme vieux. Donc, on est arrivé dans un niveau où on peut accueillir les gens importants. C'est ça que j'ai cherché de ramener la capoeira pour que les gens ils se sentent chez eux, dans la famille. Tu sais. Merci beaucoup, Victor. On va se reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, restez des nôtres. On sera de retour avec Victor. Allô, Stéphane Ducharme pour les nouvelles du sport. Alors, un complexe de baseball serait envisageable à Laval, ce qui enchante Baseball Québec. Et selon le directeur général de Baseball Québec, le terrain vacant situé à l'angle de Curé-Labelle et Saint-Ézéard et dans le parc industriel Impact 440 serait le site idéal pour le Centre national d'entraînement. Et selon le directeur général, ce serait assez grand pour construire un beau petit stade qui pourrait aussi installer quelques commerces aux alentours et en plus dans un secteur commercial qui ne dérangerait pas trop les gens et serait à quelques mètres seulement de l'autoroute 440. Et le centre serait évalué à 50 millions de dollars et un stade qui pourrait accueillir environ 5 000 sièges et un complexe d'entraînement qui pourrait être ouvert à l'année.
Alors, pour tous ceux et celles qui veulent du baseball, ça pourrait être à Laval prochainement. Cette semaine, à la chronique nutrition, Marie-France Lalancette, nutritionniste, nous parle de la toute nouvelle mode des mug cakes, c'est-à-dire les gâteaux dans une tasse. Bonjour Marie-France. Salut Sarah. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Ça va encore mieux aujourd'hui parce qu'on va manger du gâteau, là. C'est ce que tu es en train de me dire aujourd'hui. Effectivement, oui. Alors, qu'est-ce qui est bon là, ou pas bon dans l'idée de faire un mug cake? Bien, moi, j'aime l'idée du mug cake parce que, tu sais, quand on a une fringale, à un moment donné, on a envie d'un gâteau, si on a le courage de se le faire, mais tu sais, comme quand c'est le temps d'hiver comme ça, on a besoin des fois de choses réconfortantes qui sont rapides à faire. Puis on n'a pas besoin de manger tout le gâteau, les 2-3 jours qui restent. C'est des portions presque individuelles. Et aussi, on peut varier les thèmes, varier les sortes. On peut même enrichir notre gâteau de choses qui sont... très nutritives ou bonnes pour la santé aussi. Oui, des noix, des choses comme ça. Et les enfants adorent les mug cakes. C'est une bonne façon de les initier à la cuisine. C'est un petit aspect explorateur là, vraiment qu'on peut développer avec des mug cakes. Cette recette-là, aujourd'hui, c'est vraiment une recette infaillible qui est très simple et qu'on peut ajuster justement, faire plein de variantes. Alors, on va la faire ensemble. Faisons cette belle recette. Là, j'ai faim. Là. OK, là, il faut que je casse tu casses un œuf. Parfait. C'est vraiment... Il y a 5 ingrédients. Je casse ça comme ça ici. Alors, voilà, alors, tu mes casses talents un œuf. de grande cuisinière. Ensuite, et là, voilà. tu mets le sucre. C'est vraiment important de fouetter le sucre et l'œuf ensemble. C'est quoi la quantité de sucre présentement? Donc, il y a effectivement un quart de tasse de sucre. Un quart de tasse. Il me semble que c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut remplacer le sucre par autre chose si jamais... Bien, en fait, 2 portions là-dedans. C'est un mug cake. Okay. Prenez une grosse tasse aussi parce que ça déborde. Parfait. Mais c'est vraiment 2 portions de gâteau. Là. Ça ne se mange pas pour une personne. Donc, on fouette. Bien. Et la suite des ingrédients, c'est de mettre les ingrédients liquides. Alors, j'ai 3 cuillerées à table d'huile. Ce qu'on peut remplacer aussi, si on veut mettre du beurre d'arachide, du beurre d'amande, on peut juste enlever l'huile, mettre d'autres choses. OK. Et du lait, qu'on peut remplacer par du jus de citron, par du café, par n'importe quel autre liquide. Ou n'importe quel autre lait, c'est-à-dire un lait de riz ou un lait d'amande. Parfait. Effectivement, on utilise le lait qu'on veut et la farine qu'on veut, justement. Donc, là, les 2 seules mesures qu'on a besoin, c'est un quart de tasse et une cuillerée à table parce que c'est un quart de tasse encore de farine. Parfait. Un quart de tasse de farine, on met ça là-dedans. On va changer le nom de l'émission. Sport Neuf Cuisine. Oui, bien, les mug cakes, hein, je veux dire, regarde, à un moment donné, quand tu reviens là, de bon marathon... Ben oui, on a besoin d'énergie et de sucre surtout. Bon, on mélange ça, là. J'ai fait excusez pour la personne qui fera le ménage ensuite, là. Ça va peut-être être moi. Le cacao, c'est pour les classiques. Un gâteau au chocolat, mais on pourrait faire autre chose. On pourrait mettre de la peau d'amande, on pourrait mettre des bleuets, on pourrait mettre n'importe quoi. On pourrait le faire à la vanille aussi, donc pas nécessairement besoin de mettre la poudre de cacao, Justement, on met de la vanille, on met des essences de café, de citron, peu importe. Parfait. Et un petit peu de poudre à pâte, parce que c'est sûr que si on en met trop, ça va déborder, mais ça en prend quand même une bonne quantité. Donc, une demi-cuillerée à thé à une cuillerée à thé, c'est selon votre désir d'avoir un gâteau soufflé ou non soufflé. Effectivement, on met ça seulement au micro-ondes 2 minutes. Puis en fonction de la force de votre micro-ondes, vous ajustez. Peut-être qu'il y aura besoin de 30 secondes de plus. Là, ça me donne envie de le boire comme ça parce que... Fouettez bien et mettez ça au micro-ondes. Ça va donner un mug cake un petit peu comme ça, finalement. Si tu veux que je montre le résultat, le résultat final. Hey, ça s'en va comme ça. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile avant, dans le fond? Parce que... Pas du tout. C'est génial. On peut le manger dans la tasse. C'est sûr, c'est ça qui est mieux. On le coupe en 2, on le partage et c'est parfait pour ça. Parfait. Et si on veut une variante, encore mieux, on a la petite machine à 4 quarts. Cette recette-là de mug cake que j'ai donnée fonctionne exactement pour des 4 quarts. Ça en donne 6. Alors, on peut le partager avec 6. Merci beaucoup, Marie-France. À la semaine prochaine. Au hockey maintenant, le retour de Denis Baillarger à la présidence du circuit de la saison 2015-2016 dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Alors, M. Baillarger est très heureux à l'idée de relever ce nouveau défi et tout comme ses prédécesseurs, il s'efforcera à poursuivre les acquis qui ont fait le succès du circuit partout au Canada depuis déjà 40 ans. Et au cours des années à la présidence de la Ligue, plusieurs projets ont vu le jour, donc la campagne contre les drogues et bien sûr l'implantation des programmes sport-études. Alors, fait à souligner que M. Denis Baillarger a été intronisé au Temple de la renommée du Hockey Québec, également la Ligue de hockey Midget 3A du Québec et Hockey Laval. À l'aube de la 40e saison, M. Denis Baillarger deviendra en mai prochain le 11e président de la Ligue. De retour en studio avec notre invité de la semaine, Víctor Silva dos Santos, le fondateur de l'école
Arte Guerrera de Capoeira, école de Capoeira qu'on a à Laval. Donc, Victor, rebonjour. Rebonjour. En deuxième temps, on a parlé de la Capoeira. On aurait aimé parler du Jiu-Jitsu aussi, parce que c'est également originaire du Brésil. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu la différence entre ces deux sports-là. Donc, le Jiu-Jitsu, aujourd'hui, on est un très, très grand et fort équipe. On appelle une équipe qui s'appelle l'équipe du Jiu-Jitsu Tank. C'est situé à Brinville, à Montréal, avec le professeur Penny Amelo. Et le Jiu-Jitsu, il est plus concentré dans le sol, grounded, avec des prises de bras, des prises de jambes, des étranglements. C'est très, très, très efficace, comme art martial aussi. La capoeira et le jiu-jitsu, la différence, c'est comme j'avais dit, c'est que la capoeira, c'est plus comme smooth, on bouge, et le jiu-jitsu, c'est plus comme, On se camoufle, on agrippe, on fait des prises de force. C'est plus un travail de corps à corps. Exactement. La capoeira, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a plus une esquive, il y a plus une défensive, il y a plus une façon d'échapper à l'attaque, alors qu'au niveau du jiu-jitsu, il y a vraiment plus un combat. Il y a vraiment un combat. Dans la capoeira, tu peux avoir ce combat, mais ça ne va pas... comment je pourrais te dire, ça ne va pas trop ressembler à un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la partie qu'on bouge d'un côté. On fait un coup de pied d'un côté et il y a une réponse de l'autre côté. Dans le jiu-jitsu, tu vois que c'est deux personnes qui sont en train de... Une essaye de finaliser l'autre, tu sais. Donc... Une prise de contrôle, moins qu'un échange. Moins qu'un échange. Exactement. C'est qu'à la capoeira aussi, je crois qu'il y a de la musique pendant un combat. Il y a quelqu'un qui doit jouer de la musique, les gens applaudissent, les clapent dans les mains. Donc, il n'y a pas ça au jiu-jitsu, là. Le jiu-jitsu, c'est plus de la concentration. Tu rentres avec un objectif, OK? La capoeira, tu rentres dans la horde, dans le cercle, avec le fun. Il y a la musique qui part et le capoeiriste, il va jouer par rapport à qu'est-ce que la capoeira, qu'est-ce que la musique, si c'est lent, si c'est vite. Et le jiu-jitsu, c'est différent. Tu rentres, il faut que tu changes ton game par rapport à l'adversaire. Donc, il y a vraiment une facette beaucoup plus de combattant. Exactement. Au niveau Et c'est une des disciplines qui est, je pense, très populaire au niveau du MMA puis du UFC. Hein? Oui, je pourrais te dire que c'est une des disciplines qui c'est plus utilisée. Même la capoeira, pas autant que ça, mais ça commence. Mais le jiu-jitsu, ça commence à utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que toute la majorité des combats, ça finit par terre, au sol. Et c'est là que ça arrive comme un contrôle des bras, un contrôle des jambes, une prise des jambes, tu sais. Donc, il y a un volet au niveau combattant, il y a un volet au niveau du combat, mais je pense que c'est aussi une discipline qu'on peut se servir peut-être plus au niveau défensif. Aussi. C'est comme n'importe quel sport, arts martiaux, ça... Tu peux utiliser comme un self-défense, OK? C'est normal, et comme on voit souvent des vidéos au YouTube, au Facebook, des gens qui filment un ami qui est en train de fighter, ça va toujours par terre, et tu pouvais voir tous les commentaires qui disent « Ah, parce que c'est très efficace le jiu-jitsu. » Et non, le jiu-jitsu, c'est pas violent, OK? Tu vois des gens, mais c'est pas violent, il y a une technique. Technique et une stratégie aussi. Une stratégie, une technique, une stratégie. Donc, c'est pas juste pour faire mal à l'adversaire, c'est juste pour faire partie du sport. À vrai dire, ce que je connais, c'est plus une prise, une soumission. On veut arrêter, pas nécessairement frapper ou blesser l'autre, mais on veut contrôler. Mettre en soumission l'adversaire. Donc, ça peut paraître justement moins violent qu'un coup de pied ou un coup de poing. Donc, exactement. Tu sais, aujourd'hui, on a constaté que la capoeira, c'est une des coups de pied plus puissants au monde. Je parle pas ça, c'est moi, j'ai vu des vidéos, il y a des vidéos sur le YouTube qui le mec, il fait il prend 5 différents arts martiaux qui fait le coup de pied. Et la personne qui est du milieu de la capoeira a un coup de pied plus fort que les autres. Oui, donc un coup de pied de capoeira, ça pourrait être mortel.
mortale. Il y a eu des accidents, c'est normal comme tout sport. Des fois, tu frappes d'un côté et là, le mec, il répond avec 2 coups de pied. Tu n'es pas prête, bon, ça va. Mais oui, mais ça arrive dans n'importe quel sport donc, aussi. Là. Mais je veux qu'on revienne un petit peu à la capoeira. J'aimerais qu'on parle du déroulement pendant l'activité. Comme je l'ai dit au début de l'émission, j'étais allée faire de la capoeira, c'était très amusant. Mais il y a une routine particulière comme au une début. procession. Oui, une procédure qu'on doit faire. Au début, Oui. il y a de la musique. Il y a la ensuite, musique. Moi, le je t'explique un réchauffement. peu. Je t'explique un peu une élève qui arrive pour la première fois. Tu sais, il va apprendre. Je veux commencer de courter un peu ça. L'élève, elle arrive. La première chose qu'on va le faire travailler, c'est comme la ginga, c'est le pas de base. C'est là que la tout le ginga, monde, c'est ça qu'on que les gens ils pensent qu'on danse, mais c'est là qu'on travaille tout l'espace, l'orientation. Tu sais, donc. Vas-y, Michel, veux-tu essayer un petit peu? Oui, non, ça va aller. OK, ça Alors, sera la bien, ginga. Michel, OK? Donc, après, dans le quotidien d'un élève, c'est pour qu'il ait réussi à avoir sa première corde, il devait apprendre à chanter en portugais, la musique de capoeira. Il devait apprendre quelques mouvements de base, comme quelques esquives, quelques coups de pied. OK? Il devait apprendre une acrobatie. Une acrobatie, je ne dis pas une backflip, une roue avec les mains. Une roue, une culbute. Tu sais, donc, après lui, il va jouer dans la roda, dans le cirque pour la première fois. Donc, la capoeira, ça se divise en 2 parties. La technique, la roda. La technique, tu fais face à le mur, OK? Tu pratiques tout ton coup de pied, toutes tes esquives face à le mur. Tout seul ou avec quelqu'un? Non, tout seul. OK. Après, désolé, 3 parties. Après, deuxième partie, tu fais avec ton ami. Donc, tout ce que tu as pratiqué dans le mur, tu vas pratiquer avec ton ami. Quelqu'un. Pour faire travailler lui son esquive et pour faire travailler toi ton coup de pied. Après, ça switch. Troisième chose qui, pour moi, c'est très important, c'est où est-ce qu'on va apprendre à jouer la capoeira. Parce qu'on joue la capoeira, on fait pas... Donc, c'est un jeu, là. On s'amuse, c'est dans le cercle. C'est là, c'est un peu freestyle technique. Donc, tu vas faire tout le long le même coup de pied. Mais tu le pratiques au moins. Tu le pratiques. Mais dans la roda, c'est là que tu vas voir, je devais comme penser un peu plus, c'est comme action-réaction. Tout de suite. Il m'a fait un coup de pied, il faut que moi j'esquive et que je retourne avec un coup de pied. Oui. Et tu sais quoi, le meilleur de la capoeira, c'est que, comme Sarah, elle était là, elle a essayé, c'est un cours mélangé. C'est comme les femmes, les hommes, ils donc, mélangent. Tout le monde ensemble, les enfants, tout le monde ensemble. Il n'y a pas de discrimination, non, parce que je ne m'entraîne pas avec la fille. Non, non. La capoeira, aujourd'hui, la capoeira est plus pratiquée pour les filles. Donc, c'est plus une inclusif. Grosse famille. Oui, c'est vraiment comme Je dois vous arrêter. On n'a plus de temps, mais merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Pour plus de détails, vous pouvez aller voir le site Internet qui apparaîtra en bas de l'écran. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été là. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'opportunité. Pas de problème. Je te souhaite une belle journée. À tout le monde aussi. Merci, au revoir. Au basketball maintenant, les joueurs en fauteuil roulant Nicolas et Benjamin Palmer et Étienne Moissan sont revenus des Jeux du Canada avec la médaille d'or et l'équipe québécoise a répondu aux attentes en étant sacrée championne en Colombie-Britannique. Benjamin Palmer s'est avéré la bougie d'allumage du Québec dans une victoire de 69-57 contre la Saskatchewan en finale. L'athlète de 18 ans de Sainte-Dorothée a largement contribué à la conquête de la médaille d'or en inscrivant 39 points lors du match et il a terminé 3e au rang des meilleurs marqueurs dans la totale de 128. Et le Québec a connu un parcours parfait en défaisant la Nouveau-Brunswick 74-40, Nouvelle-Écosse 77-23, l'Alberta 65-47 et l'île du Prince-Édouard 78-36. Alors, bravo les boys! Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP où cette semaine, on regarde la psychologie du combattant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières pour les gens qui pratiquent les sports de combat, que ce soit la boxe, le jiu-jitsu, tous les sports dans les arts martiaux. Une seule certitude ou une seule thématique revient dans tous ces sports-là, c'est la douleur. Que je sois vainqueur ou que je subis la défaite, je vais avoir à gérer la douleur, je vais avoir à encaisser des coups. Donc, cette certitude-là fait en sorte qu'on peut avoir certains préjugés, on peut avoir certaines idées préconçues par rapport aux gens qui pratiquent ces sports-là. Souvent, on a l'histoire typique du jeune délinquant, du jeune qui s'est sorti de la rue par
la boxe ou par la pratique d'arts martiaux. Mais il faut reconnaître qu'à l'intérieur même de ces sports-là, il y a aussi des valeurs qui sont promues, qui font que les athlètes vont avoir un certain respect entre eux, vont respecter l'adversaire. Il va y avoir aussi toute une hiérarchie par rapport aux maîtres, aux sensei, je pense aux arts martiaux plus orientaux. Donc, il y a quand même des éléments positifs. Il faut aussi reconnaître que comme athlète, j'ai besoin d'avoir des caractéristiques particulières. Il faut en quelque sorte que j'aie confiance. Première des caractéristiques particulières, c'est d'avoir confiance. Confiance en mes moyens, confiance en mes aptitudes, confiance en ma préparation, à l'entraînement que j'ai fait. Donc, encore là, d'avoir une confiance aussi dans mon environnement, que ce soit au niveau de mon préparateur physique, mon entraîneur. Donc, ça va être important pour moi d'avoir cette confiance-là. Et il faut faire une distinction entre la confiance et l'arrogance. Donc, c'est sûr que si quelqu'un est arrogant, pas nécessairement souvent avec l'arrogance, on peut peut-être cacher justement un manque de confiance, mais si je suis confiant, c'est tout simplement savoir ce que je suis capable de livrer, savoir ce que je suis capable de faire. Un autre des éléments qui est important de reconnaître dans les sports de combat, c'est la concentration ou le focus que le combattant va devoir démontrer dans un combat. Comme je disais tantôt, oui, la douleur est là, oui, l'effort est là, oui, la fatigue est là, mais un des éléments importants, c'est qu'on doit rester concentré sur le plan de match. On doit aussi rester concentré sur notre adversaire, faire en sorte que je puisse réagir aux actions que mon adversaire va poser. Donc, être en mesure, à travers tout l'effort, à travers toute la douleur, toute l'énergie que j'ai à dépenser, garder mon focus, garder ma concentration. Un autre élément important pour un combattant, c'est d'avoir un contrôle. Contrôle sur ses émotions, contrôle sur sa nervosité. C'est sûr qu'on voit beaucoup tout ce qui peut être la pression médiatique ou le cirque médiatique qui va être relié aux différentes conférences de presse et aux annonces des différents combats. Donc, encore là, à travers tous ces éléments-là, à travers tous ces défis-là, ces activités-là, je dois quand même rester concentré, avoir un contrôle sur comment je peux réagir à ce qui peut être dit, comment je peux réagir à ce qui peut être avancé par mon adversaire, et aussi d'avoir la possibilité ou d'avoir la facilité à garder un certain calme, à être posé dans ma préparation, dans ma démarche, dans mon entraînement. Dernière petite caractéristique qui est importante, c'est la capacité à rebondir. Donc, il n'y a pas un champion il y a peu de champions qui ont été invaincus, donc capables d'encaisser la défaite et de revenir plus fort, d'avoir fait preuve de résilience. C'est une des capacités ou c'est une des caractéristiques, une des habiletés qu'un bon combattant va devoir développer. Donc, vous êtes un combattant, vous êtes à la recherche ou vous pratiquez des arts martiaux, vous êtes à la recherche d'outils pour développer ces habiletés-là. Vous nous visitez au www.cmpcoaching. Au hockey féminin maintenant, Stéphanie Poirier, assistante entraîneur de la formation féminine du hockey, a contribué à la conquête de la médaille d'or historique d'équipe Québec aux Jeux du Canada le 20 février dernier. Alors, les Québécoises ont signé 6 victoires consécutives et ont mené au titre en finale. Et elles ont défait la puissance machine de l'Ontario, 4 fois championne aux Jeux du Canada par le pointage de 2-1 en prolongation. Stéphanie Poirier n'a pas reçu la médaille d'or, tout comme les autres entraîneurs qui affirment que c'est comme les Jeux olympiques, ils ne donnent aucune médaille aux entraîneurs. Et l'assistante entraîneur trouve ça dommage, par contre, et elle est très fière d'avoir gagné l'or et a pu toucher quand même à cette médaille. Donc, félicitations à Stéphanie et à toute l'équipe pour cette médaille d'or. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On va remercier toute notre équipe en studio ainsi que nos invités. Moi, je te remercie, toi, Michel, merci à toi, Sarah, fidèle au poste à chaque semaine. Ça me fait plaisir. Je veux savoir, en terminant, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça, toi, la capoeira? Non, c'est complètement un sport, une danse, un art martial que je ne connaissais aucunement. On veut savoir ce que vous en pensez, donc gênez-vous pas à venir répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sport Neuf Laval. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.